de Félix. Vous voyez une raison de plus pour qu'on soit tenté à écouter plus ce que Félix dit. Mais on a compris la réalité après et on les a réunis pour qu'ils refassent l'unité de rassemblement. Mais le 8 décembre, lorsqu'on a commencé à débuter les négociations directes au centre de Cézanne, c'est Valentin Moubaki qui conduisait la délégation les tout premiers jours. Félix Tshisekedi était en Europe. Mais le lendemain, Félix est arrivé et tout d'un coup, c'est Félix qui se pointe comme chef de délégation. On n'a pas compris, est-ce que c'est la CENCO qui a validé cela ou soit ce sont eux-mêmes les acteurs du rassemblement qui se sont... Là, c'est un problème interne au rassemblement pour autant qu'ils n'ont pas contesté. Ça signifie que ça a été ça. Et puis les évêques étaient en contact permanent avec le patriarche Tshisekedi. Donc là, c'est vraiment question d'organisation interne. Alors, nous avançons. Monsieur l'abbé, pendant les travaux, il y a eu le déplacement, je ne vais pas dire intempestif, de père nos évêques. D'abord à Rome, bon, là vous direz peut-être que c'est normal. Il y a eu un déplacement à New York, je crois, à l'Assemblée générale des Nations Unies, et puis à Paris, en France. Alors, quels sont les dessous de tous ces déplacements? Eh bien, à New York, c'était sur invitation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui voulait avoir de la société civile un ligne de la politique, et ils ont estimé que la CENCO était mieux placée, compte tenu des enjeux, à faire ce briefing-là. Ce n'était que pour ça. Alors, en attendant, entre-temps plutôt, des passages à Bruxelles, on a reçu l'invitation du ministre Didier Reynders, tout comme à Paris, de Jean-Marc Ayrault, qui voulait aussi faire l'état des lieux. Donc, ce sont des partenaires politiques de la CENCO qui suivent de près la situation du pays, et ce sont des gens aussi sur qui nous pouvons compter pour nous aider. Notamment, on leur a demandé de s'impliquer pour nous aider. Comme vous avez dit, l'essentiel sont des élections. Et une des raisons qui ont fait qu'on n'a pas organisé les élections, c'est le manque d'argent. Donc, allez les contacter pour qu'ils nous facilitent les choses à ce niveau-là, c'est ne pas vendre le pays quand même. Alors, où est passé le plan B qui avait été brandi par les évêques à un certain moment? Bon, et en quoi consistait-il? On parle du plan... En quoi consistait-il surtout? Écoutez, le plan B, on le parle par rapport au plan A. Oui. J'ai évoqué le plan B, c'était dans une situation où on était loin de savoir où on aboutirait. Donc, dans une situation où, finalement, si on arrêtait là, on ne parlerait plus de dialogue, d'accord? Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on est en train d'atterrir. Le président de la République lui-même dit qu'il y a 98% et il s'engage à trouver une solution pour le 2%. Donc, le plan B n'a plus de raison d'être évoqué pour le moment. D'accord, mais il avait quel contenu, ce plan-là? Oh, ça reste un secret pour l'épiscopat parce qu'on ne sait jamais si on se retrouvera encore dans un cas de figure. Oui, monsieur l'abbé, vous avez dit que le chef de l'État a parlé de 98% des réalisations, mais des questions de fonds sont restées en suspens parce que aujourd'hui, les gens attendent qu'on lève l'option sur le mode de désignation du nouveau Premier ministre et les successeurs de Etienne Tshisekedi Mulumba à la tête du Conseil national de suivi de l'accord. Ce sont des questions de fonds de cet arrangement particulier qui doit se conformer à l'accord. Donc, il y a encore la matière Non, par rapport à ce qui a été fait, oui. Par rapport déjà au principe acquis que le Premier ministre doit venir du rassemblement, c'est beaucoup plus important que le mode de... qu'on ait déjà un conseil, le principe du conseil de suivi d'accord. C'est déjà quelque chose d'important. Alors, ce qui reste là, personnellement, j'ai tendance à banaliser parce que c'est vraiment peu de choses. Vraiment peu. Donc, c'est question de formulation simplement. Dans le fond, je dirais qu'il y a très peu de divergences, surtout pour le mode de désignation. C'était devenu un problème d'orgueil. D'orgueil, 1 contre 3. Mais si nous changeons... L'orgueil de la part de qui? De la part des acteurs politiques. Donc, pour le... Parce qu'il était question que les rassemblements présentent 3 noms que le chef de l'État attendait. Mais justement, ça c'est un point de vue. Il y a un point de vue. C'est-à-dire, il y a 2 articles dans l'accord auquel se réfèrent les 2 parties. Le rassemblement se réfère à l'article de l'accord qui dit que c'est le rassemblement qui présente le Premier ministre qui devra être nommé par le président.
La majorité se réfère à l'article qui suit, qui dit que le mode de désignation de présentation sera l'objet d'une entente. C'est à ce niveau-là qu'il y a la problématique 1 contre 3. Ils ont commencé à 10. D'ailleurs, à un moment donné, il y a un évêque, les gens interprètent ça si mal, qui a dit, voilà la pratique de l'Église. En Église, on présente 3 candidats. Donc, c'est pas qu'il a dit, comme j'ai dit, l'Église n'arbitre pas. C'est une des méthodes pour essayer de ramener les uns et les autres à la raison. Mais malheureusement, on est arrivé dans une situation où chacun considérait sa position comme étant une ligne rouge. Mais il y a une petite évolution disant que la question peut être discutée entre les rassemblements et les chefs d'État en concertation. Voilà la proposition de la CENCO qui devait, donc qui est plus que sage, parce que là vraiment, on les a aidés à dépasser cette problématique de 1 contre 3. Quand on parle au terme des consultations avec le rassemblement, la consultation peut être sur une personne, la consultation peut être sur 10 personnes, sur 3 personnes. Le peuple n'a pas besoin de savoir si le rassemblement a présenté une personne ou 10 personnes. Le peuple a besoin d'un Premier ministre que le rassemblement reconnaîtra avoir présenté et que le président de la République aura nommé. Rien que ça. Et la proposition n'a pas été acceptée de part et d'autre? La proposition a été acceptée. Le rassemblement a accepté la proposition, mais il a voulu préciser que, au terme de consultation avec le rassemblement, représenté par leur chef de délégation, on voit plus la formule. Donc, il insistait sur la personne qui doit, parce que dans la je comprends un peu leur façon leur crainte, qui craint qu'on arrive à un moment où il y a 2 ailes ou 3 ailes finalement, le pouvoir serait tenté. Je crois que c'est ça. Et les autres étaient réticents par rapport à cela. La majorité a accepté aussi la proposition, mais il a voulu ajouter ce qui n'était pas accepté par le rassemblement sur base d'une liste de 3 personnes. C'est justement ce que les évêques voulaient éviter, la problématique 1 contre 3. Donc vous comprenez qu'il n'y a qu'à ce niveau-là qu'on est bloqué. Et qu'est-ce que les évêques peuvent faire de plus, sinon la sage proposition qu'ils ont mise sur la table? Mais jusqu'à présent, la question sur le rôle de la médiation revient, M. l'abbé Chollet. Ouais. Bon, la médiation est là pour concilier les vues des uns et des autres. Mais on a comme l'impression que de temps en temps, vous faites marche arrière pour dire que vous n'êtes pas acteur politique, c'est aux acteurs politiques de faire des concessions. Parlons de ce point concret-là. Oui. Toi, médiateur, qu'est-ce que tu as le faire? Non, il y a toujours vos stratégies. Oui, mais la stratégie est celle-là. Et pour avoir un résultat. Pour la résolution des conflits. Justement, la stratégie, c'est cette proposition. Bon, alors, à un certain moment, on avait parlé d'une lettre laissée par feu Etienne Tshisekedi, lettre dans laquelle un candidat Premier ministre avait été désigné. Alors, comment ça s'est terminé? La lettre en question s'est trouvée à quel niveau? Je crois qu'on avait fait un point de presse là-dessus. Quand on l'a présenté au président de la République, il a reçu physiquement par politesse, et j'admire la considération qu'il a pour les évêques. Il dit normalement je ne devrais pas, mais je le reçois. Mais en toute logique, il n'avait pas tort non plus, il revient au président du rassemblement, donc au leader du rassemblement de venir, parce que ces contacts-là sont importants. En fait, on finish la proposition des évêques, lui donne raison, dans le sens où on propose des consultations. Donc ça devrait être entre eux. C'est pour cela on a repris la lettre et on a donné, quand la délégation, le chef de délégation a dit qu'ils ont trouvé, ils ont restructuré et que c'était Félix Tshisekedi, on a remis la lettre à ceux qui nous ont donné pour qu'eux amènent au chef de l'État. C'est une lettre authentique? Il ne nous appartient pas de vérifier l'authenticité, mais nous faisons foi à la bonne foi des gens. Mais c'est l'abbé, effectivement, il y a les problèmes qui se posent au niveau du contenu de cette lettre-là, parce que ça fait débat, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, Etienne Tshisekedi a opté pour Valentin Moubaki comme candidat Premier ministre, à soumettre à l'appréciation du chef de l'État. Et il y a des gens... Le même Moubaki l'avait dit d'ailleurs. Le même Moubaki avait affirmé dans une certaine presse que Etienne Tshisekedi a opté pour lui, et même il y a une certaine presse qui a diffusé de l'information. Donc ça remet en cause l'authenticité de cette lettre. Ça n'engage que vous. Nous, on n'est pas du rassemblement. Quand on a vu le patriarche Etienne Tshisekedi à la veille de son voyage, on n'a pas parlé de cela.
il nous a simplement dit qu'en son absence, ce serait l'abbé Théo qui serait le point de référence. Mais personne n'a ouvert cette lettre pour savoir les contenus, pour en savoir les contenus. Non, non, mais le contenu, ceux qui l'ont amené l'ont dit. Donc Ils disent quoi? Que dans la lettre, le patriarche Tshisekedi présentait Félix comme candidat Premier ministre. Alors, nous allons passer maintenant au CNCA. Mais l'abbé, c'est pareil, cet organe est pareil à une belle fille enviée de toutes parts par tout le monde. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a entendu plusieurs voix discordantes, donc plusieurs candidatures. Au fait, est-ce que pour départager les partis, il n'a pas été préférable d'accorder au fait cette institution sous la gestion de la société civile, par exemple? Bon, ce serait une façon de faire, mais l'accord a été signé. Dans l'accord, il est écrit que c'est le président du Conseil des sages du rassemblement qui est le président du CNSA. Et il est vrai aussi que là, en ce moment-là, il était question de M. Étienne Tshisekedi. Il est vrai que la majorité avait réagi. D'abord, n'avait pas accepté. Finalement, ils ont dit nous acceptons puisqu'il s'agit d'Étienne Tshisekedi. Si ce n'était pas Étienne Tshisekedi, on n'accepterait pas. Alors, la faiblesse de la majorité ou le piège tendu par l'opposition ou quoi, c'est que dans l'accord, on n'a pas mis que c'est Étienne Tshisekedi qui sera. Dans l'accord, on a dit par pudeur aussi. Et l'accord doit être impersonnel. Impersonnel, je comprends, mais c'est écrit comme ça. C'est le président du Conseil des sages du rassemblement qui est le président du CNSA. Voilà pourquoi le rassemblement tient à la lettre et considérer que automatiquement celui qu'ils auront mis président du Conseil des sages sera président du CNSA. La majorité, qui n'a pas tort, considérant ce que je viens de vous dire, ça dit non. Maintenant que ce n'est plus Étienne Tshisekedi, ça peut être n'importe qui. On peut avoir d'autres candidats, d'autres composants, pourvu que ce soit objet de consensus. La majorité ne refuse pas la possibilité, ne rejette pas la possibilité que ce soit le président de CNSA, mais pourvu qu'il soit objet de consensus. La difficulté sur ce deuxième point, ici, c'est surtout l'opposition signataire de l'accord et le front qui veulent aussi être candidats, qui n'acceptent pas. S'il n'y avait que la majorité et le rassemblement, bon, je crois que la proposition de la SENCO pourrait passer facilement. Parce que la proposition de la SENCO met ensemble et la lettre et l'esprit. Par rapport à la lettre, la SENCO recommande que le président du CNSA provienne du rassemblement. Par rapport à l'esprit, qu'il soit quand même objet de consensus. Je crois que les évêques sont arrivés au bout de leur mission. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à propos de ce point-là, on peut regretter que le texte ait été taillé sur mesure quand même, puisque tout avait tourné dans l'esprit des participants, tout avait été focalisé sur Étienne Tshisekedi, un individu. On a oublié que le texte devrait être impersonnel, comme a dit Claude tout à l'heure. Mais oui, au fait, le texte a été impersonnel. C'est dans l'esprit que... Ouais. Mais je crois que c'est aussi question de réalisme politique. M. Étienne Tshisekedi était ce qu'il était, il avait le poids qu'il avait. Et il fallait, même le pouvoir avait aussi intérêt d'avoir quelqu'un qui rassurerait la population du sérieux de cet accord. Donc je crois que on dirait la même chose aussi par rapport à certaines concessions qui ont été faites par rapport au président, mais ça se comprend par rapport à l'importance de l'institution, à sa stature. Alors, mais la personnalité de Pierre Lumbi à la tête du CNSA est vraiment controversée, au fait, récusée par plusieurs partis. Mais en tant que tel, pourquoi devrait-elle, au fait, appuyer le ticket Tshisekedi Lumbi? Ben, je vous ai dit, le premier à venir nous donner à la SENCO, parce que c'est la SENCO pressée. La SENCO pressée, voilà. Donc vous devez trouver un successeur à la présidence du Conseil des sages, sinon l'accord serait bloqué. Et la voie officielle pour la SENCO, c'était le chef de délégation qui était déjà connu de tous. Alors, les évêques n'avaient aucune raison pour ne pas prendre acte, encore qu'ils n'ont fait que prendre acte de ce qui leur a été dit. Mais quand ils ont perçu qu'il y avait des contestations, sans donner
du crédit ou à qui que ce soit. Ils ont fait le travail des pasteurs pour les rapprocher. Je crois que maintenant, ils sont en train de... dans la suite des travaux, on n'a pas senti dans les discussions qu'il y a 2 rassemblements. Au fait, il n'y a pas 2 rassemblements, je crois pas. Pour des questions de fond, ils ont les mêmes thèses, ils ont les mêmes... Là, ce sont des questions de positionnement politique. Évidemment, l'Église n'est pas à l'aise avec ça, vous comprenez. Alors, la SENCO, dans le Conseil national de suivi, sera-t-elle présente et en quelle qualité? Eh bien, la SENCO, selon l'accord, la SENCO doit être parmi des membres du Conseil national de suivi de l'accord. Mais la SENCO a demandé aux parties prenantes qu'ils acceptent qu'ils ne soient pas membres effectifs. La SENCO a proposé d'être là comme accompagnatrice. Éventuellement, si il y avait des problèmes, on pouvait se référer à elle pour assurer une sorte de médiation en cas besoin. Alors, pour la majorité, il n'était pas question que la SENCO continue à être présente sous forme de médiation. La majorité a proposé qu'elle soit membre effectif, contrairement à la... Dans les 28 membres. Dans les 28 membres. Alors, la SENCO a proposé, et Dieu merci, ça a été accepté, d'être représentée par un membre qui serait observateur. Pourquoi cette décision? C'est pour... et puis, on a fait une expérience un peu de négociation avec ces politiciens. Donc, être là-dedans, avec une voix délibérative, on risquerait d'être noyé dans le bourbier de politiciens. À un moment donné, on risque de vous entraîner. Parce que c'est possible qu'ensemble, pour des raisons d'intérêt, ils se mettent ensemble pour une position qui ne va pas pour les intérêts de la population. De l'intérieur, on va exhiber la loi de la majorité. Donc, les évêques ont voulu garder leur liberté de prophètes. Hein, ils observent. S'il y a des choses à encourager dans ce qui se fait, ils vont encourager. S'il y a des choses à dénoncer, à condamner, ils vont le faire. Mais vous savez que sur le terrain politique, ce sont les intérêts qui comptent et les positionnements qui comptent. Mais vous n'êtes pas acteur politique, mais vous êtes allé vous jeter sur ce terrain-là. Et il faut assumer toutes les conséquences. Vous avez bien dit, ce sont des intérêts qui comptent. Oui. Et l'Église, la SENCO a un intérêt. L'unique intérêt qui amène la SENCO là-dedans, c'est le bien-être du peuple congolais. Tandis que les politiciens sont là pour chercher l'argent pour les élections, chercher l'argent pour les politiques. Donc voilà la différence. Mais je reviens sur votre message là, après la réunion des évêques sur la budgétisation des actions de l'Église au niveau du centre Caritas. Vous avez livré un message à la presse, pas de blocage. Les évêques ont dit pas de blocage, mais aujourd'hui nous constatons que c'est le blocage. Est-ce que pouvez-vous aujourd'hui nous donner la responsabilité de l'Église catholique face à cette situation, le cours des événements? Non, je vous demanderai plutôt à vous de me dire quelle est la responsabilité, parce que moi je n'en trouve aucune. L'Église catholique a été responsable jusqu'au bout. D'abord, la mission que s'est donnée, qu'elle a acceptée, c'est mettre ensemble les politiciens. Pour qu'ils trouvent un accord, cet accord a été trouvé. Maintenant, dans les dispositions pratiques de mise en œuvre de cet accord, il y a les 2 points là où il n'y a pas d'accord. Et face à l'intransigeance des uns des autres, l'Église a fait des propositions concrètes de sortie. Donc si l'Église s'était contentée à constater simplement, on lui reprocherait de n'avoir rien fait pour proposer. Mais là, l'Église est allée jusqu'au bout. Alors, j'aimerais que vous me disiez, qu'est-ce que vous, à la place des évêques, qu'est-ce que vous feriez concrètement? Parce que c'est depuis le mois de janvier qu'on discute des mêmes questions, les mêmes arguments qui reviennent. Mais alors, la réalité, c'est quoi? Il y en a qui se plaisaient à se servir de la SENCO comme un parapluie. Comme ça, on avait l'impression que le dialogue continuait avec la SENCO. Entre-temps, le temps passait. Mais non, la SENCO dit non. J'enlève le parapluie, comme ça, ils sont à découvert. Mais c'est là, avant le décès de Tshisekedi de Moulumba... Oui, d'accord, excusez-moi, Claude. Mais, monsieur l'abbé, la SENCO, c'est pas un capitaine, au fait, qui abandonne un bateau en train de tanguer en pleine mer.
Mais vous voyez les responsabilités qu'elles vont porter. Je pense au président Sassou qui avait pris l'image d'accoster là. Mais non, la SENCO n'a pas abandonné. La SENCO, dans le message des évêques, ils disent qu'ils restent disponibles. Ils continuent leur mission prophétique. Donc ça, c'est... Et d'ailleurs, ils sont plus efficaces, selon moi, dans leur robe de la mission prophétique que dans leur robe de médiation. Dans la médiation, ils sont un peu affaiblis. Comment affaiblis? Hein? Comment? Bon, parce que là, il faut tenir compte, par exemple, des intérêts politiciens. Bon, de l'équilibre qu'on est mais quand ils sont dans leur position de prophètes, bon, ils sont un peu plus à la hauteur, ils peuvent... on ne va pas les accuser d'être ou partisans ou quoi. Donc, et si les chefs d'État vous demandaient aujourd'hui de poursuivre avec cette mission, voilà, encore, vous allez accepter? Quand les évêques ont changé avec les chefs de l'État, tout en leur faisant les rapports de la mission qui termine là, ils ont dit qu'ils restent disponibles. Et le président de la République a salué le fait que les évêques continuent à être disponibles. Il dit en cas de besoin, on pourrait éventuellement... Non, là il n'y a pas de problème. Alors, chemin faisant, évaluer cas par cas. Ok. Alors, chemin faisant, et quand on parlait de la décrispation, surtout en ce qui concerne ceux qui sont ceux qui sont sous le coup de la justice, on avait parlé du cas Moïse Katumbi. Alors, ce n'est pas un secret. Une délégation de la SENCO s'était rendue à Lubumbashi à ses propos pour voir un peu ce qui s'est passé dans cette affaire de Moïse. La presse a accusé la SENCO de tous les mots. Vous avez lu et vous avez entendu. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans la ferme de Moïse Katumbi? Est-ce la corruption? Est-ce ici parti pris? Mais comment est-ce que vous avez analysé ça au niveau de la SENCO? Eh bien, évidemment, tout ce que les gens écrivaient dans la presse, là, s'il faut prendre ça au sérieux, on ne fera plus rien. Non, la SENCO s'est comportée de façon responsable. Les parties prenantes lui ont confié 3 cas emblématiques, dont le cas le plus emblématique qui est celui de Moïse. Alors, il devait avoir des éléments pour évaluer. La première chose à faire, c'est entrer en contact avec les parties prenantes. Ils sont allés à Lubumbashi pour vérifier certaines informations, parler avec des témoins de personnes. Ici à Kinshasa, ils ont rencontré les Grecs, là, mais c'est plus donc... Ce n'était pas pour se faire corrompre par le grec. Ils sont allés à Paris rencontrer, je crois, la juge qui était là, rencontrer Moïse lui-même. Donc c'est pour avoir assez de lumière afin de se faire une idée de la chose. Encore que la SENCO est consciente qu'elle ne remplace pas la justice. Elle voulait simplement avoir des éléments pour voir dans quel sens les exploiter en vue d'obtenir les mesures de décrispation. Alors, la commission ad hoc a fait le rapport à la présidence. Et la présidence utilise ça. Elle va la SENCO, je vais à la présidence de la République? Non, à la présidence de la SENCO, qui va utiliser ça, exploiter ça en toute responsabilité, c'est-à-dire traiter de ces dossiers avec les personnes nécessaires ou indispensables pour trouver une solution. Donc, la SENCO, au jour d'aujourd'hui, n'estime pas nécessaire de mettre ça à la place publique. Par rapport à l'évolution, peut-être, ça pourrait arriver qu'avec l'évolution des choses, si ceux qui sont impliqués ne gèrent pas bien le dossier, la SENCO pourrait éventuellement, bon là vraiment je parle au conditionnel parce que ce sont des évêques qui décident, pas moi. Claude? Oui, M. Labbé, pensez-vous que c'est la disparition d'Etienne Tshisekedi Ambulumba qui a bloqué la conclusion des arrangements particuliers ou soit ce sont les difficultés seulement des acteurs politiques? Parce que bien avant, quand il y avait des petits blocages au niveau de la SENCO, avant même la conclusion de l'accord du 31 décembre 2016, la SENCO recourait aux deux leaders des 2 camps, du côté de la majorité, du côté du chef de l'État, et puis côté rassemblement au niveau de Etienne Tshisekedi Ambulumba. Mais tout d'un coup, Etienne Tshisekedi est parti et le rassemblement a connu des problèmes de leadership. Pensez-vous que c'est la disparition d'Etienne Tshisekedi qui a bouleversé, qui a bloqué la conclusion des... Bon, c'est vrai que ça a beaucoup dérangé. Parce que s'il était vivant, le problème de Sensa ne se poserait pas. Et s'il était vivant, peut-être on aurait évolué aussi avec le dossier de la primature, parce que le problème de la lettre ne se poserait pas.
Voilà, nous avons encore 5 minutes, Monsieur l'abbé, nous avons encore 5 minutes. Alors, le temps, alors maintenant, de vous poser cette question, c'est le blocage. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mais alors, on va vous poser la question, vous, en tant que médiateur, vous, en tant que Senko, sur qui tous les yeux étaient braqués, tous les espoirs étaient fondés. Mais comment voyez-vous l'avenir politique de ce pays? Eh bien, je crois que nous n'exagérons pas les choses. Il y a, blocage, oui. Pour moi, c'est vraiment un faux blocage, un petit blocage. Un faux blocage. Oui, vraiment, c'est question de bonne foi. Question de bonne foi. Et surtout que l'accord s'applique sur base de bonne foi. C'est pas contraignant, l'application de l'accord, c'est pas contraignant. C'est pas une constitution ni loi, mais ça s'applique sur base du principe de bonne foi. Justement. Alors, le problème est le suivant. On est arrivé au point où il y a ces radicalismes-là. Mais le problème, c'est quoi? Les conséquences, c'est la population, c'est le pays, l'économie. Alors, voilà pourquoi les évêques s'en sont remis au président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Parce que si aujourd'hui l'économie ne faisait que chuter, les gens mouraient de faim, le président de la République ne dira pas que non, ce n'est pas à cause de moi que l'accord est bloqué, que le peuple est dans cette situation. Donc il a sa responsabilité, qu'il a d'ailleurs accepté. Non, là il faut vraiment le féliciter. Il a compris que c'est sa responsabilité et il s'est engagé là-dedans. Et avec son engagement, moi je crois qu'on a su la voie de sortir, d'autant plus qu'il est l'autorité morale de la majorité. Alors, quelles sont les propositions qui ont été faites au président par la Senko? C'est la proposition, et d'ailleurs le président a promis de résoudre ces difficultés en partant de propositions. Donc pour le mode de désignation du Premier ministre, la Senko dit le Premier ministre est nommé par le président de la République au terme des consultations avec le Rassemblement. Il suffit d'accepter ça, plus de blocage. Et comment vous jugez... Est-ce que vous trouverez mieux que ça? Alors, après 3 mois de rencontres, ou disons même plus, comment avez-vous évalué le comportement de la classe politique congolaise? Bon, pour être sincère, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant dans la mesure où la situation du pays est extrêmement grave. Extrêmement grave. Mais à voir la façon dont ils ont géré le temps et les dossiers de manœuvres directeurs de part et d'autre, je sens quand même des gens qui méritent notre respect parce qu'ils ont fait beaucoup, ils font beaucoup, mais ils pourraient faire mieux. Donc ça aurait été mieux que le chef d'État prenne lui-même ses responsabilités en tant que garant du bon fonctionnement des institutions pour tracer la voie à suivre. Bon, si vous voyez les choses dans ce sens, je crois que c'est une dynamique. Si on voyait les choses dans ce sens-là, on vous dirait que le problème c'est le chef de l'État. Donc je crois que c'est l'implication de tous. La classe politique a échoué parce que lui... Non, mais on est dans une crise. Vous direz que cette crise, c'est le chef de l'État qui l'a instituée. Non, alors, lui... Voilà, alors si vous dites non, alors comprenez que la réponse n'est pas si vous dites alors, non. Les bons offices ne sont pas définitivement clos. La Senko reste disponible, même pour d'autres cas similaires qui pourraient se présenter dans l'avenir, où elle a déjà des mauvais souvenirs. Elle va se dire, non, écoutez, on ne va plus se jeter dans une histoire comme ça. Bon, ce qui est vrai, cette expérience l'aidera à évaluer ce qu'il peut faire, dans quelle position le faire, de quelle manière le faire. Mais la disponibilité, accompagner, ça c'est un devoir. C'est un devoir pour eux. Ils doivent. Est-ce que c'était facile pour la Senko? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, là, j'insiste, pas du tout. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus compliqué? Qu'est-ce qui vous a déçu? Bon, vous voyez des gens par moment discuter seulement. Je vous donne un exemple. On ne dirait pas de certains secteurs. On a parlé de ministères, par exemple. On voulait encore augmenter le nombre de ministères. Et on a augmenté de 46 à 53. Oui, on voulait encore augmenter. Oui. Et les deux partis étaient d'accord. Au-delà de 53. Oui, les évêques ont dit non. Si c'est ça, vous pas avec nous. Ça, parce justement, c'est pour dire que eux voient l'intérêt de la population. Oui. Et dit, même si vous êtes d'accord, pour ça, en tout cas, vous n'allez pas nous trouver sur votre chemin. Et ils allaient abandonner à ce moment-là. Juste un exemple que je donne pour montrer la différence des intérêts dans ces forums. Alors, M. Labbé, on a terminé. Un message à la population congolaise.
Bon, je demande à la population congolaise, comme ont demandé les évêques, de demeurer vigilantes. Les politiciens sont leurs parents, leurs frères, leurs oncles, leurs amis. Ils savent ce qu'ils peuvent faire pour les amener à considérer la souffrance du peuple congolais dans le sens de vite évoluer pour la conclusion de cet accord. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, pour avoir accepté de répondre à notre invitation. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci. Le prochain rendez-vous avec d'autres points de vue, c'est pour la semaine prochaine. Bonsoir et merci à tous. Merci.